Donc effectivement, sur le ligament croisé postérieur, dans le rugby, alors je pense qu'on en voit de plus en plus, les impacts sont de plus en plus importants, que ce soit dans le rugby professionnel ou d'autres sports de combat. Et donc on va faire une petite synthèse, je vais essayer de vous donner surtout un cadre sur les indications et savoir comment les prendre en charge, parce qu'elles sont nettement plus rares que les croisés antérieurs et on est souvent un petit peu démunis. Donc d'un point de vue anatomique, toujours ce comparatif avec le croisé antérieur qu'on connaît beaucoup plus, c'est un ligament croisé qui va être volumineux, résistant, il a une forme d'éventail et surtout il est richement vascularisé contrairement au ligament croisé antérieur. Et ça va nous intéresser pour la suite parce que c'est un ligament qui a un potentiel de cicatrisation qu'il va falloir considérer au quotidien lorsqu'on est confronté à ce type de lésion. D'un point de vue biomécanique et cinématique, son rôle principal, c'est un frein primaire au tiroir postérieur. Mais il ne sert pas qu'à ça. Et son rôle secondaire, ça va être de freiner à la fois la rotation latérale du tibia ainsi que une participation dans la laxité en varus valgus. Et ça va nous intéresser, on va le voir par la suite. Sur le comportement en fonction de la mobilité du genou, on va voir que le ligament croisé postérieur, quand on le voit sur nos IRM en extension, le ligament croisé postérieur est complètement détendu. Méfions-nous de ces images, et notamment en chronique parfois, où le ligament apparaît continu et finalement on a une vraie laxité authentique sur les clichés dynamiques. Et lorsqu'on va vers une flexion de plus en plus importante, c'est là où le ligament croisé se met en tension. Pourtant, le genou, il n'est pas en tiroir postérieur spontanément en extension. Vous avez un genou qui est bien centré. Et donc, c'est que probablement, il y a d'autres structures qui vont rentrer en ligne de compte dans la stabilité de ce tiroir postérieur. Ça ne se résume pas que au ligament croisé postérieur. Il n'est pas tout seul. Et notamment, entre 0 et 30 degrés de flexion, on va avoir un rôle qui va être plutôt secondaire de ce ligament croisé postérieur. Et la stabilisation du tiroir postérieur va être essentiellement confiée aux structures postérolatérales et à la congruence articulaire, les condyles, le plateau tibial et les ménisques. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que la compétence du ligament croisé postérieur, elle va s'évaluer en flexion. C'est là où on va le mettre en tension. Si vous avez une laxité postérieure qui est importante en extension, il faut se poser la question d'autres lésions associées. Un tiroir postérieur en extension, on va s'orienter vers une recherche des structures postérolatérales, postéromédiales, des lésions méniscales associées. Donc un croisé postérieur, première étape, ça se teste en flexion. Quelles sont les conséquences biomécaniques d'une rupture du ligament croisé postérieur ? Ça entraîne une subluxation postérieure des plateaux tibiaux, on va modifier le centre de rotation du genou. Il va y avoir une réduction spontanée du tiroir par la contraction du quadriceps lors de l'extension active. Et donc, petit à petit, sur des laxités postérieures un peu vieillies, qui sont pas forcément instables, on va développer des phénomènes d'hyperpression fémoro-patellaire avec des douleurs fémoro-patellaires. Attention, diagnostic différentiel d'un syndrome fémoro-patellaire, rechercher une laxité postérieure. C'est toujours intéressant. Parfois, c'est des vieilles ruptures du croisé post qui commencent à parler 5-10 ans après parce qu'on a ces phénomènes d'hyperpression en avant. Voilà, c'est schématisé ici. Et donc, l'histoire naturelle d'une rupture du ligament croisé postérieur, ça a été décrit il y a de nombreuses années par Dejour père, Henri Dejour à Lyon. Il y a une première phase d'adaptation fonctionnelle qui va durer de 3 mois à 1 an et demi, où on a surtout une instabilité dans les escaliers, et puis on va développer une compensation quadricipitale vers un genou qui va devenir progressivement dans une phase de tolérance fonctionnelle qui peut durer de 1 à plus de 15 ans, avec dans une partie non négligeable des cas, une reprise des sports, y compris des sports à haut niveau, des sports de contact, sur des laxités postérieures isolées, y compris une reprise de rugby. On va voir après des éléments intéressants sur le plan épidémiologique, avec pas ou peu d'instabilité, et à ce stade, très peu de lésions au niveau cartilagineux ou méniscal. Et puis ensuite, on passe dans la phase de l'arthrose. La phase d'instabilité est dépassée, il n'y a plus de problème de décrochage. En revanche, on va avoir une arthrose d'abord radiographique qui va être symptomatique dans un tiers des cas à plus de 15 ans sur cette étude historique des Lyonnais. Et donc, la douleur va devenir le symptôme principal. On n'est plus dans une laxité ligamentaire avec instabilité, on est dans de la douleur qui essentiellement intéresse le compartiment fémoro-tibial interne et fémoro-patellaire. L'épidémiologie,
C'est très difficile à obtenir parce qu'on a 1 à 44% sur la littérature, autant vous dire qu'on ne sait pas. Ça dépend de quelle population on étudie. Est-ce qu'on étudie tous les gens qui viennent pour un traumatisme du genou aux urgences? Est-ce qu'on étudie spécifiquement les entorses graves du genou? Donc cette donnée, elle est très difficile à chiffrer. Ce qu'on sait par contre, c'est que chez le sportif de haut niveau, il y a des études anglo-saxonnes qui sont intéressantes, et notamment football, hockey, rugby, football américain, lutte. Lorsque l'on fait un examen systématique, on se retrouve avec 1 à 7% de laxité postérieure isolée sur un bilan pré-saison, avec des joueurs qui jouent, y compris à très haut niveau, sans aucune symptomatologie. Donc, c'est quand même un élément à intégrer dans notre réflexion sur la prise en charge de ces patients. Sur la NFL, ils ont une rupture du LCP par équipe et par saison. C'est des données qui datent des années 2000, donc il est probable que ça ait encore augmenté. Et également dans la NHL, sur le hockey sur glace nord-américain, une rupture par équipe toutes les 3 saisons. Et cette étude qu'on a faite, notamment avec l'équipe lilloise du professeur Pasquier et avec Patrick Jean, on a fait une petite statistique. C'est la plus grosse étude mondiale en termes de rapport qui a été publiée. On s'est rendu compte, donc sous nos latitudes en France, que le rugby représentait 20% des laxités postérieures opérées. Donc 1/5 des laxités postérieures opérées. C'est une population de patients opérés, qu'on soit bien d'accord. Et donc le rugby est quand même le deuxième après le football, qui est plus pratiqué en France. Le mécanisme lésionnel, c'est le classique syndrome du tableau de bord. Alors, c'est pour le rugby essentiellement sur des mauls, des mêlées ouvertes, avec des traumatismes en compression, avec des charges importantes, ou alors sur des plaquages, et donc en hyperextension ou en hyperflexion sur des chutes, avec toujours un traumatisme à haute cinétique. Sur les critères de décision thérapeutique, 4 questions à se poser. Depuis quand est apparue la lésion? Quand date le traumatisme? C'est acté à peu près dans la littérature. Globalement, avant 2 mois, on est dans un cadre un peu aigu. Il y en a qui réduisent encore à 4 à 6 semaines. Mais disons que moins de 2 mois, il y a un potentiel de cicatrisation. Plus de 2 mois, on rentre dans la chronicisation des lésions. Et donc, il va falloir considérer les choses différemment. Ensuite, quelle est la sévérité de la laxité? Est-ce que on a un tiroir postérieur qui va être supérieur à 10 mm sur des clichés dynamiques, avec un step-off, c'est le recul du plateau tibial médial sous le condyle interne, de 3 ou 4, et donc ça va permettre de quantifier l'importance de la laxité. Et donc, si on a une grosse laxité postérieure, il faut se poser la question d'une laxité combinée. C'est la 3e question à se poser. Est-ce qu'il y a une association lésionnelle avec une atteinte des plans ligamentaires latéraux, que ce soit en interne ou en externe? Et notamment, recherchez bien la laxité en varus, en extension, qui est très fréquemment associée aux ruptures du ligament croisé postérieur. Et la dernière question, y a-t-il des lésions associées, cartilagineuses et méniscales, qui vont pouvoir modifier notre stratégie? Une rupture isolée du ligament croisé postérieur avec une anse de saut méniscale, on va se poser les questions un peu différemment sur une indication chirurgicale qu'une rupture isolée du ligament croisé postérieur sans atteinte cartilagineuse ou méniscale. Donc, quand pensez à une laxité postérieure sur un traumatisme aigu à haute cinétique, un plaquage avec parfois maintenant des images vidéo, faut qu'il y ait quand même des forces importantes. C'est pas juste une reprise d'appui comme on peut le voir pour un croisé antérieur avec le pied bloqué au sol. Faut qu'il y ait de la force. On l'a vu que c'était un gros ligament. Et en chronique, c'est la plainte principale, c'est l'instabilité et parfois des syndromes fémoro-patellaires. Et attention à votre examen sur les Lachman arrêts durs retardés qui peuvent être une réduction du tiroir postérieur et une atteinte authentique du ligament croisé postérieur. Voilà ce step-off qui est décrit dans la littérature, qui est assez simple. Spontanément, le plateau tibial médial, il est en avant d'1 centimètre, voire plus, du condyle médial. Et ensuite, on va le coter lorsqu'on passe en arrière avec ces reculs de TTA qui sont décrits dans les bouquins de sémiologie. Rechercher la laxité périphérique, ça vous le savez, en extension et en déverrouillage. Ensuite, il y a plusieurs manœuvres. Une rupture du ligament croisé postérieur, et notamment en aigu, doit toujours se faire poser la question d'une atteinte
au niveau vasculaire et au niveau neurologique. Le SPE passe juste derrière. Il n'est pas rare qu'il soit lésé, même s'il n'est pas sectionné, il est parfois étiré, et donc il ne faut pas passer à côté. Hein, c'est pas normal. Un gros traumatisme qui vient aux urgences sur un plaquage important ou après un match de rugby avec un patient qui relève plus les orteils, il faut se poser la question d'une entorse grave du genou, d'une atteinte des structures postérolatérales, d'une atteinte des structures postérieures. C'est pas juste un étirement du SPE isolé. Hein. Donc, c'est toujours à rechercher. Le bilan morphologique, bien sûr, l'IRM qui va nous donner des lésions anatomiques. Et je dirais que de manière encore plus importante, ça va être de faire les clichés dynamiques qui vont nous permettre de quantifier ces laxités postérieures, que ce soit des téloses postérieures à 90 degrés de flexion. En extension, ça minimise la laxité. On l'a vu par les données anatomiques et biomécaniques. Ensuite, il y a plusieurs incidences qui ont été décrites, et notamment en contraction des ischio-jambiers qui permettent de sensibiliser la mesure de la laxité postérieure. Et puis, il faut y associer, si vous avez le moindre doute clinique, les clichés dynamiques en varus valgus qui vont vous permettre d'étudier les lésions anatomiques combinées. Voilà des exemples de clichés. Alors, les types de traitements, il y a 3 types de traitements. Traitement fonctionnel, orthopédique ou chirurgical. Pensons toujours au potentiel de cicatrisation du LCP. Le problème, c'est qu'on n'arrive pas exactement à prévoir si on va basculer dans une phase d'adaptation fonctionnelle rapide ou si on va développer une instabilité, notamment sur les laxités postérieures isolées. Donc, la décision, elle va être prise en fonction des échéances sportives. Sur les structures postérolatérales ou les laxités combinées, il y a de meilleurs résultats au stade aigu. Et donc, c'est tout l'enjeu de notre prise en charge et de la décision. Le traitement fonctionnel le plus rapidement sur le terrain. Globalement, c'est comme pour le croisé antérieur, on va essayer de les immobiliser le moins longtemps, de les renforcer très rapidement, notamment sur le quadriceps. Et l'avantage, c'est une récupération rapide avec un renforcement quadricipital précoce. On va diminuer l'immobilisation et le problème, c'est que on va probablement avoir une laxité postérieure résiduelle. Après, il va falloir évaluer son retentissement sur l'activité physique et sur le sport en fonction du projet de carrière du sportif. Et on a un risque d'évolution vers l'arthrose et de dégradation fonctionnelle. Le traitement orthopédique, peu importe, c'est un protocole qui permet, avec une attelle, de compenser ce tiroir postérieur et de faire une tentative de cicatrisation anatomique du ligament croisé postérieur. Mais c'est un vrai traitement orthopédique, c'est une vraie immobilisation, comme on le ferait pour une fracture. Donc il faut avoir ça à l'esprit, il ne faut pas aller trop vite, il faut que le ligament croisé postérieur ne cicatrise pas détendu. Et dans ce cas-là, il faut faire une vraie immobilisation sans appui au départ, et puis petit à petit mobiliser le genou. Le traitement chirurgical, il va falloir envisager l'ensemble de la correction des composantes de la laxité. On ne peut pas se contenter sur une laxité combinée de reconstruire que le ligament croisé postérieur. C'est une chirurgie qui est complexe, qui, je pense, doit s'adresser à des centres référents qui ont l'habitude de le faire. Il ne s'agit pas d'aller au bloc opératoire faire un LCP tous les 2 ans en se disant ça va changer du LCA. Les délais de reprise sont plus longs, avec des reprises au même niveau qui sont inférieures au résultat du ligament croisé antérieur. Le problème du choix de la greffe et de la fixation, c'est des discussions qui vont être plutôt chirurgicales. Il faudra probablement préférer l'arthroscopie au ciel ouvert. Et il n'y a pas de consensus dans la littérature sur la technique chirurgicale à adopter. Et avoir à l'esprit qu'il y a toujours une laxité postérieure résiduelle. On a du mal à compenser complètement ces laxités postérieures. Pour terminer, c'est l'algorithme décisionnel. Donc les questions... Est-ce qu'on est en aigu, est-ce qu'on est en chronique? En aigu, s'agit-il d'une laxité postérieure isolée ou d'une laxité postéro-postéromédiale? Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y a des lésions associées? Si on a un faible tiroir postérieur sans lésions associées, on va s'orienter vers un traitement fonctionnel ou un traitement orthopédique en fonction de la demande fonctionnelle. Et chez le rugbyman, on va être plutôt orienté vers une reprise rapide et donc un traitement fonctionnel avec un renforcement quadricipital rapide. Si en revanche, on a un tiroir postérieur important avec des lésions méniscales associées, des lésions cartilagineuses, posons-nous la question du traitement chirurgical d'emblée pour traiter ces lésions associées. En cas de laxité postéro-postérolatérale associée, on a de meilleurs résultats sur un traitement chirurgical précoce qui va s'orienter vers une prise en charge de l'ensemble des composantes de la laxité. Si on est confronté à une laxité chronique avec une laxité postérieure combinée à un plan collatéral, eh bien là encore, on aura plutôt tendance à s'orienter vers une chirurgie avec reconstruction de l'ensemble des composantes de la laxité. Si on a une laxité postérieure isolée qui devient symptomatique en chronique,
Posons-nous d'abord la question de savoir si le bilan isocinétique est normal et si on n'est pas sur un déficit musculaire, sur une reprise de pré-saison, etc. Et dans ce cas-là, si on a un bilan isocinétique normal, il faudra discuter la chirurgie de reconstruction du croisé. Si on a un bilan isocinétique déficitaire, on va faire une première phase de rééducation pour réorienter ensuite l'athlète sur les terrains. Et donc à adapter en fonction des échéances, du plan de carrière. Je vous remercie de votre attention.